Nous continuons notre discussion avec Gaëtan Lelièvre sur les modes de transport en Gaspésie, leur avenir, et cette semaine nous mettons l'accent sur le rail, une rencontre bimensuelle pour échanger sur des sujets d'actualité. Alors bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour. Ça va très bien toi-même. Très bien, merci. Justement, je voulais qu'on, dans ces émissions un peu bimensuelles, on a parlé la dernière fois justement de la problématique des transports et de leur, des fois, Mhm. inaccessibilité ou le coût associé à ça et ou même à l'abandon de ces services-là. On a beaucoup parlé de l'aérien, et puis j'aimerais peut-être terminer cette série en parlant un peu plus du rail. Est-ce que tu pourrais mettre la table un peu en nous donnant un peu un historique à partir de justement peut-être à partir du moment où le service a été arrêté pour que les gens peut-être se resituent un peu dans l'histoire de l'abandon du rail? Oui, avec plaisir. C'est un dossier de longue haleine, hein. Le chemin de fer a été construit au début du siècle, du 20e siècle. On parle des années 1800, début 1900. Mais on peut dire que la saga du chemin de fer a débuté dans les années 80. Ça a commencé d'abord avec non pas un problème d'infrastructure, mais davantage un problème de service par la compagnie Via Rail. Il faut comprendre que la propriété du chemin de fer jusqu'aux années 2000 euh, était sous la responsabilité, le chemin de fer comme tel était sous la responsabilité et la propriété du Canadien national. Donc, était propriétaire des rails. Mais les rails étaient loués à Via Rail pour pouvoir faire circuler le train de passagers. Et dans les années 80, on a vu une diminution du service de façon majeure là, arriver au niveau du train passager. On a, par exemple, commencé par enlever les fameux wagons-lits et on devait se payer 15 heures de train entre la Gaspésie et Montréal sur soit des banquettes carrées ou encore, dans le meilleur des cas, ce qu'on appelait les super conforts, qui étaient des banquettes inclinables. Donc ça a été un coup dur là, qui a, je dirais, là, qui a mis du plomb dans l'aile au train passager. Ensuite, Via Rail a également retiré plusieurs services au niveau des wagons. Par exemple, les fameux restaurants ont été retirés, la salle à manger, il y avait des services de bonne qualité. Ça a été retiré, puis encore là, les Gaspésiens se sont retrouvés sur un train avec des distributrices à sandwich, puis à liqueur, à jus, quand elles étaient pas vides, ces distributrices-là, pour avoir pris le train régulièrement là, dans cette période-là, pour mon travail notamment. Souvent, on arrivait dans une situation où pratiquement il n'y avait plus de denrées là, alimentaires à bord du train. Donc, même certains gens, certaines personnes, bien au fait du dossier, avançaient qu'il y avait une campagne non avouée, mais évidente de démarketing de la part de Via Rail qui voulait abandonner le tronçon de la Gaspésie, Matapédia Gaspé, parce qu'il y avait apparemment un faible achalandage. Mais encore là, le faible achalandage, est-ce qu'il était relié au manque d'intérêt des passagers gaspésiens ou plutôt à la dégringolade volontaire des services à bord du train qui faisait en sorte que finalement, c'était pratiquement un chemin de croix de prendre le train de la Gaspésie vers les grands centres. Donc ça a été dans les années 80 et 90. Ensuite de ça est arrivé un autre problème, ça a été l'abandon du chemin de fer, des infrastructures par le Canadien national d'État fédéral. Donc là, il y a eu tout un mouvement qui s'est enclenché. Ça a duré des années et finalement, ça a débloqué sur un abandon progressif du tronçon de chemin de fer de Gaspé jusqu'à Matapédia. On a, dans un premier temps, abandonné le tronçon Gaspé-Chandler et quelques années plus tard, dans les années 2000, on a abandonné le tronçon Chandler-Matapédia. Donc là, on s'est ramassé en région avec un chemin de fer orphelin, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de preneur, plus de propriétaire. Et c'est là qu'a été mise en place la Société de chemin de fer de la Gaspésie, où les quatre MRC d'Avignon, Bonaventure, Rocher-Percé et Côte-d'Aspé, c'est plutôt la ville de Gaspé que la MRC, parce que le chemin de fer dessert strictement la ville de Gaspé dans le secteur de la côte de Gaspé. Donc, les quatre MRC ont pris l'initiative de devenir propriétaires du chemin de fer et ont reçu un peu d'aide financière, là, il faut se dire, pendant une certaine période de la part du gouvernement du Québec, notamment le ministère des Transports.
Tout ça, ça nous a amené là, à faire un entretien minimal sur le chemin de fer, mais insuffisant. Donc, le chemin de fer, l'infrastructure s'est détériorée de façon progressive et les entretiens minimums annuels que pouvait effectuer la Société de chemin de fer de la Gaspésie sont devenus largement insuffisants. Et c'est là qu'on a été confronté à des bris majeurs, notamment au niveau des ponts. Les fameux ponts de chemin de fer, ce sont ces infrastructures-là qui, finalement, près de 100 ans de vie utile, étaient dues pour être réhabilitées, restaurées, mais le maigre budget que bénéficiaient les 4 MRC avec les petites enveloppes du ministère des Transports du Québec ont fait en sorte que finalement, on a dû fermer pour des raisons de sécurité, Matapédia, Gaspé. Et tout ça, ça nous a amené dans les années, je dirais en 2015, où le gouvernement du Québec, sur le gouvernement Couillard, le gouvernement du Québec de l'époque a acheté pour une dette que la Société de chemin de fer de la Gaspésie avait, une dette de mémoire. Le gouvernement du Québec, le ministère des Transports, a acheté le chemin de fer Matapédia-Gaspé et s'est engagé à réparer. Il y a eu une annonce d'un budget de 100 millions qui a été lancé par le gouvernement Couillard pour débuter la réhabilitation du chemin de fer entre Matapédia et Caplan dans un premier temps. On a divisé le tronçon Matapédia-Gaspé en 3 sous-tronçons et le gouvernement libéral de Couillard s'est engagé à réparer le tronçon Matapédia-Caplan, ce qui a été fait dans les années qui ont suivi. Et le second tronçon, de Caplan jusqu'à Port-Daniel, les travaux sont en cours de réalisation. Et pour ce qui est du tronçon, le 3e tronçon, le dernier, Gaspé, il n'y a pratiquement pas de travaux majeurs de prix. Il y a des travaux d'entretien très légers qui sont faits par la Société de chemin de fer de la Gaspésie via des budgets attribués par le gouvernement du Québec. Mais finalement, en résumé, après une saga de bientôt 10 ans, on a réussi à engager un peu plus du premier 100 millions qui avait été investi par le gouvernement Couillard entre Matapédia et Caplan. On a amorcé une partie des travaux entre Caplan et Port-Daniel, mais malheureusement, dans les dernières semaines, un journaliste, pour ne pas le nommer, Nelson Sergerie, finalement, suite à une fuite, annonçait publiquement qu'il y avait un retard majeur au niveau des échéanciers, c'est-à-dire qu'au lieu d'arriver à Port-Daniel avec un tronçon réhabilité pour desservir notamment la cimenterie qui attend le chemin de fer et qui doit utiliser la route par camion pour transporter son ciment. Au lieu d'arriver en 2022, on est rendu en 2024 minimum pour réhabiliter le tronçon, le 2e tronçon qui va jusqu'à Port-Daniel. Puis pour ce qui est de Port-Gaspé, on parle de plus de 4 ans de retard minimum. Donc, on est vraiment dans une situation là où le chat vient de sortir du sac. Là. Puis, du journaliste Sergerie, finalement, là, tout le monde semble étonné que ce soit le gouvernement du Québec qui, en tout cas, n'avait jamais rendu public situation, je dirais, désastreuse en termes de retard. Puis même nos élus régionaux, parce qu'il faut prendre conscience que la Société de chemin de fer de la Gaspésie est toujours existante. Elle opère en partie, elle entretient en partie le réseau Matapédia-Gaspé et la Société de chemin de fer de la Gaspésie, les préfets de la Gaspésie, certains préfets, pas le préfet de la Haute-Gaspésie, c'est clair, parce qu'il n'y a pas de chemin de fer du côté nord, mais les autres préfets de la région sont présents sur le conseil d'administration ainsi que d'autres maires, principalement les maires des principales villes de la MRC, de la région. Donc, poser des questions. Comment se fait-il qu'on apprend à la dernière minute des retards aussi importants sur un dossier aussi majeur que la réhabilitation du chemin de fer pour des raisons sociales? Les citoyens gaspésiens et gaspésiennes veulent le retour du train de passagers. C'est un besoin. Hein? On a parlé de la situation désastreuse du transport aérien. On pourrait aussi dire que du côté d'Orléans Express avec l'autocar, ça va pas très bien. On a eu une diminution de 50% du service dans les dernières années. Donc là, on se rabat vers le chemin de fer pour des besoins touristiques, des besoins communautaires, des besoins de la société civile, de la population en général. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a 2 entreprises majeures
deux entreprises majeures de la région. La cimenterie de Port-Daniel attend le chemin de fer pour pouvoir transporter de façon plus sécuritaire, moins coûteuse et aussi plus, je dirais, optimale au plan environnemental, transporter sa production par chemin de fer au lieu de par camion, par la route. Donc, ça, c'est du côté de la cimenterie. Puis, du côté de Gaspé, on a l'usine LM Wind Power, un des principaux employeurs de la région, qui transporte des pales d'une cinquantaine de mètres par convoi routier depuis des années de Gaspé vers New Richmond, faute d'avoir un service ferroviaire capable de transporter les pales par chemin et dégager notre route principale. C'est des convois là, d'une longueur interminable. C'est un risque pour la sécurité des passagers, des utilisateurs de la route. Puis c'est aussi un obstacle au développement touristique. Là. Quand on est pris à suivre de plusieurs centaines de mètres, là, je pense que ce n'est pas un avantage au plan social, économique et touristique. Donc, c'est le portrait, là, grosso modo, qu'on peut faire de la situation du chemin de fer actuellement. Moi, quand j'entends cette historique, je me pose la question, pourquoi est-ce que le gouvernement tarderait tant? Pourquoi est-ce que pourquoi ça avance pas? Alors justement, souvent même quand il y a un enjeu économique, ça peut permettre de donner un coup de boost, comme justement des entreprises de grande envergure qui fonctionnent déjà bien dans le secteur, qui pourraient utiliser ce service. Et pourquoi est-ce que le gouvernement ne va pas de l'avant plus vite? La question est très pertinente, puis on peut se demander effectivement pourquoi un dossier qui est tant attendu au plan économique et au plan social. Les premiers questionnements qui nous viennent à l'esprit, est-ce qu'il y a une volonté réelle de réimplanter, de remettre en fonction de faire en Gaspésie? On sait que c'est un secret de polichinelle, qu'il y a une saga, il y a une division au sein du ministère des Transports et probablement d'une partie du gouvernement du Québec, mais surtout au ministère des Transports. Tous ceux qui ont touché le dossier du chemin de fer gaspésien savent très bien qu'il y a deux groupes au niveau du MTQ. Il y a un groupe qui a toujours été contre le projet de réhabilitation du chemin de fer et même que sous le gouvernement libéral Couillard, il y avait eu une annonce qui a été reprise suite à des manifestations dans la région, mais il y a même eu entre 2015 et 2017 une annonce à l'effet qu'on allait se limiter à réhabiliter le tronçon Matapédia-Caplan et que de Caplan à Gaspé, ce n'était pas certain que le tronçon allait être réhabilité. Ensuite, on dit, la cimenterie l'a besoin. OK, on va se rendre à Port-Daniel, mais à Gaspé, c'est pas certain. Puis finalement, de fil en aiguille, les gouvernements se sont repris dans leur déclaration, leur engagement politique, et se sont engagés sur papier parce qu'on a mis des budgets normalement attitrés à la réhabilitation du chemin de fer de Port-Daniel jusqu'à Gaspé. Mais comme je le dis, c'est des budgets sur papier parce que dans les faits, il y a des retards énormes et on est à 2 ans de retard pour Port-Daniel et 4 ans pour Gaspé. Ben, c'est parce qu'il y a un organisme qui a été mandaté par le gouvernement au cours des 3 dernières années, depuis l'arrivée de la CAQ, du gouvernement de la CAQ, qui a quand même confirmé sa volonté d'amener le chemin de fer, de poursuivre la réhabilitation du chemin de fer jusqu'à Gaspé. Politiquement, le ministre Bonnardel et le premier ministre sont engagés sur papier à mettre de l'argent virtuel, appelle ça de l'argent virtuel, parce que on annonce dans des prévisions budgétaires qu'il va y avoir un 100 millions de dollars de plus. Donc, on est rendu autour de 200 millions et un peu plus là, pour la réhabilitation du chemin de fer Matapédia-Gaspé. Sur ce 200 millions de dollars annoncés, il y a un peu plus de 100 millions d'engagés depuis les 5 à 6 dernières années. Et la balance du budget n'est pas engagée parce que l'organisme a été mandaté de réaliser les travaux de réhabilitation. Ça s'appelle le Bureau des grands projets. C'est un organisme national qui, normalement, là, est responsable de réaliser des grands projets. Par exemple, la construction de méga, des travaux majeurs au niveau transport dans les grands centres. Mais cet organisme-là n'a pas livré la marchandise. Du côté de la Gaspésie, ça fait 3 ans qu'il a été mandaté. Et là, sur un horizon, sur une planification, on parle de 2 ans de retard. C'est 50% d'inefficacité de retard. Là. Dans le privé, on ne tolérerait pas ça, mais dans le gouvernement, malheureusement, on le tolère. Donc là, quand je disais tantôt, il y a 2 groupes au niveau du MTQ. Il y a un groupe qui veut que le dossier se réalise pour honorer les engagements politiques.
Et il y a un autre groupe là, de hauts fonctionnaires et de décideurs en haut lieu qui ont toujours été contre le projet de réhabilitation du chemin de fer pour des raisons X, Y, Z. Donc, ça fait en sorte que quand la commande n'est pas claire, ben, des organisations comme le Bureau des grands projets, qui n'ont peut-être pas non plus l'expertise pour un tel projet, conjugué à, je dirais, un message pas clair, pas unanime de la part des décideurs du MTQ, ben, ça fait en sorte peut-être que les efforts nécessaires ne sont pas mis dans le dossier et des appels d'offres, des lancements de projets qui devaient avoir l'an passé n'ont pas été faits. C'est ce qui fait que là, on prévoit 2 ans de retard pour le volet Port-Daniel. J'avais trouvé ça intéressant quand, dans l'intro qu'on a vu un peu, où on entendait Georges Mamelonnet à l'époque qui nous disait, mais peut-être que dans la culture canadienne, déjà en général, le train n'est pas quelque chose comme on peut le voir des fois dans d'autres pays, comme en Europe. Et du coup, ça peut être comme justement une machine un peu plus lourde à être acceptée, soit par la population ou en général même par les gouvernements. Alors, est-ce que je me demandais, est-ce que ça ne serait pas une occasion des fois de partir de zéro et de dire ben, peut-être qu'on peut trouver une nouvelle alternative qui soit comme un train, parce qu'on a déjà entendu parler du monorail entre Québec et Montréal pour un train électrique, mais ou peut-être pour changer ces infrastructures qui seraient peut-être un peu lourdes et redonner le goût à la population et aux gens de dire bah oui, on va utiliser, surtout dans un contexte de changement, de réchauffement climatique et tout, de laisser sa voiture pour utiliser un autre transport. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bonne question. C'est sûr qu'il y a 2 volets au dossier ferroviaire. Il y a le volet du transport des passagers, où là, oui, effectivement, on pourrait probablement utiliser je dirais des équipements plus modernes, moins lourds, peut-être même moins coûteux, parce qu'on sait que le coût exorbitant des infrastructures des ponts, par exemple, est relié directement aux équipements, au type de train qui va passer sur ces ponts-là. Donc, si on avait des trains plus légers, ce qui ne serait pas techniquement, ça existe, on aurait des coûts de réhabilitation de nos infrastructures beaucoup moins importants, des délais moins longs. Par contre, quand on arrive avec le dossier du transport des marchandises, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, là, loin de là. Mais là, on transporte peut-être des équipements, des infrastructures plus lourdes. Quand on parle de transport de ciment, quand on parle de pales d'éoliennes, c'est là, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait avoir, dans le fond, une sorte de train, d'appareil d'équipement qui pourrait être plus léger et répondre en même temps aux besoins des passagers et du cargo ou des marchandises? Il y a peut-être une réflexion à faire à ce niveau-là, peut-être. Est-ce que le train devrait, en Gaspésie, être dédié strictement, surtout à l'exportation des produits? Peut-être. Dans ce cas-là, ça va exiger des infrastructures qui correspondent au transport des produits. Si on se limite ou on priorise le transport des passagers, on va avoir des trains moins. Mais en retour, le niveau de sécurité des infrastructures quand on transporte des passagers est beaucoup plus élevé. Les normes sont beaucoup plus élevées en termes de critères de sécurité, de critères de construction des infrastructures, notamment des ponts, que lorsqu'on transporte des marchandises. Donc, il y aurait une évaluation de tout ça à faire. Mais je te dirais que moi, ce qui m'apparaît évident à première vue, avant d'entreprendre la réflexion que tu proposes, qui est très intéressante, ben, c'est l'aspect politique du dossier. Pour répondre à ta question précédente, là, comment se fait-il que ces dossiers-là n'avancent pas? Ben, je pense que présentement, on a pris un scénario qui est de refaire le chemin de fer en Gaspésie pour être les besoins de passagers, transport de passagers et transport de marchandises. Si on doit réévaluer nos besoins, notre positionnement, notre stratégie, oui, faisons-le. On se parle, on a un positionnement politique favorable à un scénario où on devrait être capable de transporter tant des marchandises que des passagers. Ça fait depuis 2015 que ce scénario-là est en vigueur, plus de 7 ans. Donc, si on est pour le revoir, ben faisons-le. Mais à un moment donné, il faut se positionner, là. Puis moi, je pense que ce serait peut-être donner une raison au gouvernement et aux hauts fonctionnaires, certains hauts fonctionnaires qui sont contre le projet, de piétiner, de retarder. Et n'oublions pas que plus on retarde dans le dossier, plus nos infrastructures se détériorent. Et à un moment donné, il y a un prix à ça.
Par exemple, si on avait réparé le chemin de fer dans les zones où il y a de l'érosion il y a 10 ans, en 2015 ou au début des années 2000, le coût aurait été moindre, les travaux auraient été moins importants et on serait en opération aujourd'hui. Donc, plus on retarde, plus la facture augmente. Et si la facture augmente trop, est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement va dire, ben là, ce n'est plus rentable? Est-ce que c'est la défaite que le gouvernement attend? Moi, je pense que le temps joue contre le chemin de fer en Gaspésie et il y a des hauts fonctionnaires qui le savent très bien et c'est peut-être la carte que joue. Donc, il faut attendre que ce soit les décideurs en haut lieu de l'extérieur prennent le bâton du pèlerin pour développer, pour réaliser le dossier du chemin de fer. Donc, les leaders de la région soient très, très agressifs dans le sens dynamique, là. Pas agressif au sens de la violence, mais il faut être vigilant. On doit être très dynamique, on doit être très déterminé pour convaincre les entités gouvernementales, les différents paliers, ben, que ce dossier-là est assez prioritaire. Puis si nos élus et nos leaders socio-économiques de la région considèrent que le train n'est plus une priorité, ben, qu'on le dise ouvertement et de façon transparente à la population. Parce que là, moi, j'ai été très déçu d'apprendre à partir d'une fuite journalistique que le dossier du chemin de fer accuse un retard de 2 ans. Alors, on parle de 2022. On ne dit pas 2 ans sur 10 ans, là. On devait avoir le chemin de fer en 2022 à Port-Daniel et en 2022, on apprend que ça va être en 2024. Il y a quelqu'un qui a dormi au gaz, là. Puis peut-être que des ministères, ça fait leur affaire, c'est peut-être planifié, mais c'est quoi le rôle? C'est quoi le rôle de contrôle de nos leaders et nos élus régionaux pour qu'on apprenne cette décision-là là, du jour au lendemain d'un journaliste? Moi, je trouve que c'est difficilement acceptable. Puis c'est encore pire du côté de Gaspé. Du côté de Gaspé, c'est vraiment le navrant là, de voir qu'on a 4 ans de retard. À quelque part, les entités de la ville de Gaspé, quelle est leur position dans ce dossier-là? C'est inacceptable qu'on ait appris ça d'un journaliste, alors que c'est un dossier qui est d'intérêt public. Donc, le public devrait être régulièrement informé. Les leaders socio-économiques, l'ensemble de la population devrait être régulièrement informé de l'état d'avancement de ce dossier-là. Et si ça avait été le cas, si le dossier avait été géré et coordonné par nos leaders économiques de la région et nos élus de la région de façon satisfaisante, adéquate, on n'aurait pas appris ça là, la veille. Là. On aurait vu venir le train, comme on dit. Mais là, il n'y a personne qui l'a vu venir. Puis moi, ce qui m'inquiète, puis l'information que j'ai de bonne source, c'est que plusieurs de nos leaders régionaux et de nos élus ne l'ont pas vu venir. Donc, on peut se poser la question, y a-t-il un mécanisme de contrôle, de supervision du dossier du chemin de fer en Gaspésie vraiment efficace, vraiment présent? On peut se poser la question. Et je crois que nos leaders et nos élus régionaux ont l'obligation de répondre à cette question-là. Parce que on ne parle pas d'un retard de 2 mois sur 2 ans. Là. On parle de 2 ans de plus sur un retard qui était sur une estimation de 4 ans au départ. Donc, c'est énorme. C'est près de 50% de dépassement. Donc, un dossier qui, j'ai l'impression qu'il n'a pas fini de faire couler de l'encre. On entend beaucoup là, de commentaires, beaucoup de questionnements depuis cette annonce-là, d'il y a quelques semaines. Ce matin, j'entendais Gilles Gagné sur une station de radio qui faisait un beau résumé du dossier du chemin de fer, mais aussi posait des questions. Donc, il y a un comité aussi en place en Gaspésie pour le retour du train qui, je crois, est en train de se remobiliser suite à cette annonce-là. On verra si les leaders de la région vont embarquer, si nos élus vont suivre. Moi, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup la démocratie et démocratiquement, il y avait un positionnement régional à l'effet de réhabiliter le train. Il y a un engagement des 2 derniers gouvernements de le faire. Maintenant, là, on arrive devant un cul-de-sac. C'est vraiment un constat d'échec. Constat d'échec de la part du gouvernement qui accuse un retard qui n'est jamais vu comparativement au gouvernement précédent. Et un constat d'échec face à nos leaders régionaux qui devaient superviser, surveiller ce dossier-là. Donc, est-ce qu'on est dû pour un repositionnement, comme tu le mentionnais, envisager d'autres scénarios, d'autres moyens de transport, d'autres technologies? C'est ça que nos leaders lancent le débat, puis il y aura un débat public qui pourra s'effectuer, puis on verra quel en sera le résultat.
Mais aux dernières nouvelles, on pensait que le tronçon du chemin de fer de la Gaspésie était en bonne voie de réhabilitation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, mais pour terminer là-dessus, est-ce que, en quelques phrases, est-ce que toi, parce qu'on voit déjà que c'est pas très, très positif, on va dire, comme dossier, on n'arrive pas trop à avoir un peu de lueur d'espoir, mais est-ce que, avec un possible changement de gouvernement, là, une période de réélection, d'élection, pardon, est-ce que ça peut permettre peut-être d'aider à aller de l'avant avec ça? Écoute, je pense honnêtement que le problème du dossier n'est pas un problème politique au plan national. Parce que les trois derniers gouvernements qui se sont succédés, que ce soit le Parti québécois, le Parti libéral ou la CAQ, tous les ministres des Transports se sont positionnés, et même la plupart des premiers ministres. M. Couillard s'est positionné en faveur du dossier. Legault l'a fait récemment et Mme Marois l'avait fait à l'époque également. Donc, selon moi, le problème est plus un problème au niveau de la machine gouvernementale. Quand je disais tout à l'heure, puis j'ai été quand même dans la politique québécoise de façon active, j'ai siégé au Conseil des ministres, j'ai siégé 6 ans comme j'ai été en mesure de constater, je dirais, la très grande divergence d'opinion de la part de différentes instances là, vraiment décisionnelles dans le dossier. J'ai participé à des débats où certains hauts fonctionnaires carrément remettaient en question la pertinence de réhabiliter le chemin de fer. Et tu sais, il y a un proverbe qui dit que les élus passent et les fonctionnaires demeurent. Hein? Ben, plusieurs hauts fonctionnaires sont en place depuis très longtemps, certains, et malheureusement, on ne peut pas leur attribuer tout le tort, mais je suis convaincu que la machine gouvernementale, puis notamment, je l'ai déjà dit et je le redis, au ministère des Transports, il y a vraiment là, une cellule importante qui s'oppose à ce projet-là depuis très longtemps, mais c'est là qu'on voit la force, l'illumination, puis la compétence d'un ministre. Donc, si la machine gouvernementale est contre le projet et si le ministre des Transports et son premier ministre sont en faveur du projet, ben ces deux-là ont l'obligation de faire preuve de détermination et de volonté pour s'assurer que les résultats soient au rendez-vous. Donc, on ne peut pas libérer, dégager les élus, les ministres et le premier ministre, là, de leurs responsabilités. Ils ont pris des engagements politiques. M. Legault a pris un engagement politique. M. Bonnardel, comme ministre des Transports, a également pris un engagement politique. Et là, les résultats sont désastreux. C'est pas un petit retard majeur. Assez qu'on se demande aujourd'hui, toi et moi, là, puis probablement d'autres personnes se posent la question, est-ce que c'est vraiment un dossier qui va se réaliser? Donc, c'est sérieux. Donc, oui, on peut mettre une partie du tort sur la non-collaboration, l'absence de collaboration, l'opposition de la machine en bonne partie à ce dossier-là, mais il reste que les élus ont l'imputabilité et l'obligation de livrer la marchandise, de livrer leurs engagements. Puis présentement, objectivement, c'est le gouvernement de la CAQ qui est en pire situation en ce qui a trait au dossier du chemin de fer en Gaspésie, si on compare son positionnement, ses résultats avec les 3 derniers gouvernements qui se sont remplacés depuis 2012, depuis bientôt 10 ans. En tout cas, donc, oui. Beaucoup de travail qui attend en même temps, je pense que c'est une question, c'est un défi qu'on lance au premier ministre et au ministre des Transports. Est-ce qu'ils sont vraiment déterminés à réaliser leur engagement? Puis si ce n'est pas le cas, ben, que les leaders régionaux, que nos élus régionaux et le gouvernement déterminent une nouvelle stratégie. Mais la population est en droit d'avoir leur juste, ce qui pour l'instant ne semble pas être le cas. Merci beaucoup pour ce portrait et cette clarification sur ce sujet-là. Ça donne vraiment un ensemble, même si on se rend compte que ce n'est pas très positif en bout de ligne. Mais bon, c'est ça la réalité. Et puis, on prendra le temps de se reparler d'ici 2 semaines sur un autre sujet d'actualité, si tu le veux bien. Oui, absolument. Puis juste une petite anecdote en terminant. Là. Il y a aussi la dimension, tu sais, de quelque part, on ne veut pas, de toute l'importance des régions versus les régions plus centrales, les grands centres. Hein. Pendant que nous, on espérait réaliser 200 millions de travaux sur 7 ans sur notre chemin de fer en Gaspésie,
Mais pendant ce temps-là, on a mis 6,9 sur le REM à Montréal, sur 3 ans. Donc, on a réussi à réaliser un projet de transport par rail de 7 milliards de dollars en 3 ans sur l'île de Montréal et on n'a pas réussi à réaliser 200 millions de travaux sur 7 ans en Gaspésie. Si ça continue comme ça va prendre moins de temps qu'on se chemin de fer au début des années 20 que ça va en prendre pour le réparer 100 ans plus tard. On peut se poser la question. C'est très intéressant comme anecdote. Ça relativise un peu, ça donne vraiment, parce que des fois on pense 200 millions, c'est énorme, mais en fait, effectivement, on se rend compte que c'est pas grand-chose. Ouais. Merci beaucoup, Gaëtan. Et bonne journée à tout le monde.